Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes le cabinet d'avocats RH Expat Avocats. C'est un cabinet qui existe depuis bientôt 3 ans, 2 ans et demi, créé par Suzanne Serrand, qui est ici devant vous. Je suis Camille Morel-Darleux, je l'ai rejoint depuis 1 an et demi. Et donc, nous sommes un cabinet dédié aux problématiques de mobilité internationale. Ça s'appelle RH Expat parce qu'on fait la fiscalité, de ce dont on va parler aujourd'hui, mais on fait aussi toutes les problématiques liées à la mobilité, donc les problématiques de droit du travail, sécurité sociale, calcul de package, etc. Donc l'idée, c'est Armelle nous a demandé de faire un petit topo sur un sujet qui intéressait vraiment les gens quand vous recrutez, quand vous faites venir des gens. Donc on aide énormément de sociétés à faire venir des talents de l'étranger. Et on s'est dit qu'il y avait un point qui n'était pas très connu finalement des gestionnaires de mobilité, ou peut-être mal maîtrisé, c'était la fiscalité, parce que généralement quand on vous dit fiscalité, juste c'est horrible, c'est le sujet que vous n'avez pas du tout envie d'aborder, parce qu'il y a des chiffres et que c'est rébarbatif, on vous comprend. En France, il y a un super régime, il y a un régime d'impact qui est vraiment hyper intéressant, qui permet de faire des économies énormes. Et donc même sur des pays dans lesquels on pensait qu'on ne pouvait plus aller chercher des talents, la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre, on arrive à être compétitif, on arrive à avoir une réduction des coûts et un net en poche pour les salariés qui est assez intéressant. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la fiscalité qui fait venir les gens. La France, ça reste très attractif aussi pour la couverture sociale, pour le droit du travail. Et il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on aide nos clients à les mettre en avant, à les packager pour le mettre dans une super offre pour faire venir les gens. Mais en tout cas, si vous pouvez avoir avec cette mini présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un peu une sensibilité à la fiscalité, pour avoir un réflexe quelque part, on ne va pas devenir des experts en 15 minutes du système du 155B, mais l'idée c'est d'avoir un réflexe et de se dire attention, lui, potentiellement je peux faire une économie et je peux lui vendre un régime de rêve. Vous pouvez exonérer jusqu'à 50% des revenus, c'est ce qu'on fait de mieux en ce moment, quoi. Ça dure 8 ans, c'est énorme. Et en plus, il est obligé de rester avec vous. Sinon, il le perd. Donc, c'est vraiment génial. Voilà, alors Camille va tout vous expliquer après, on fera une session sur les questions. Mais bon, on mettra la présentation sur notre site internet, comme ça, si ça vous tente, vous pourrez aller regarder. Il y a un effet d'annonce du gouvernement en ce moment là, qui est en train de réfléchir, d'exonérer la retraite pour jusqu'à 6 ans sur option pour les nouvelles personnes qui arrivent. Mais pour le moment, c'est vraiment au stade de projet. Donc, au niveau sécurité sociale, on n'a pas beaucoup de moyens pour exonérer ou faire des économies. Donc, on va vous présenter le régime de faveur des impatriés. Et je n'arrive vraiment pas avec ta souris, Armelle, je suis désolée. Donc, on va d'abord voir la notion de résidence fiscale, parce qu'il faut être résident fiscal pour pouvoir bénéficier du régime. Sûrement, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ce régime, donc ça va être un peu une redite, et connaissent déjà ces règles-là. Mais bon, on préfère refaire un petit rappel. Donc, quand on a quelqu'un qui vient venir en France, on va d'abord effectivement voir s'il devient résident fiscal au regard du droit interne français. Et le droit interne français, ils veulent un maximum de gens qui deviennent résidents fiscaux. Ça permet d'imposer un maximum de revenus. Donc, on a des critères qu'on dit alternatifs, c'est-à-dire qu'il suffit de remplir un seul, et vous pouvez être considéré comme résident fiscal de France. Alors c'est sûr que si vous faites venir des talents, ils viennent travailler en France, donc on voit que directement, ils vont être amenés à exercer leur activité professionnelle en France. Donc la probabilité qu'ils deviennent résidents français est très forte. D'autant plus s'ils exercent principalement en France, leur lieu de séjour principal sera en France, et puis s'ils viennent avec leur famille, leur foyer est en France. Donc très rapidement, des personnes qui viennent travailler en France peuvent remplir 1 à 2, voire 3 critères. Le problème, c'est que dans les autres pays, ils font pareil. Eux aussi, ils ont envie de garder un maximum de gens résidant chez eux pour imposer un maximum de revenus. Donc, on peut se retrouver face à un conflit de résidence. La grande chance quand on vient en France, c'est qu'il y a un maximum de conventions fiscales signées avec un maximum de pays. Il y en a plus de 120 aujourd'hui, donc on peut espérer quand même résoudre les problèmes de conflit de double résidence. Alors là, on vous rappelle les critères du modèle OCDE. Il faut bien garder à l'esprit que les conventions fiscales, il y en a ce qu'on appelle des atypiques, il y en a qui ont des petites subtilités. Donc pour chaque cas, on est obligé de vraiment réétudier la convention existante. Mais vraiment, dans la grande majorité, on a ces critères qui s'appliquent. Et comment ils marchent? Et là, différemment que les critères internes français, ils sont successifs, c'est-à-dire qu'on va les étudier les uns après les autres. Lorsqu'il y a un critère qui permet de désigner un seul pays plutôt que les deux, on va s'arrêter là et ça va être l'état de résidence. Donc le premier critère, le foyer d'habitation permanent, qu'est-ce que c'est? C'est un logement qu'un individu dont l'individu dispose dans un pays ou dans un autre. Donc par exemple, un individu qui a laissé sa famille dans son pays d'origine et qui vient en France, il y a un logement à disposition, donc
on ne pourrait pas trancher sa résidence au titre du premier critère. En revanche, il est venu avec sa famille, qu'il n'a plus aucun logement dans l'autre pays, il devient résident français. Lorsque l'on n'a pas pu trancher au niveau du premier critère, on passe au deuxième critère qui est où est-ce qu'il a ses centres intérêts vitaux, c'est-à-dire les liens personnels et économiques les plus étroits. Il n'y a pas de pondération en réalité, c'est vraiment très factuel. On va regarder effectivement où se trouve la famille, où se trouvent ses sources de revenus principaux, où est-ce qu'il a l'organisation de sa vie personnelle. Alors c'est vrai qu'en pratique, souvent le lieu de la résidence de la famille emporte la résidence en application de ces critères. Mais comme c'est un espèce de grand sac de nœuds, eh bien l'interprétation française peut être différente de l'interprétation de l'autre pays. Donc parfois ça ne suffit pas à trancher ce point-là. Après ça, la bataille avec l'autre pays est plus ou moins importante suivant que la personne a plus ou moins de revenus. Si jamais on a quelqu'un qui gagne peu d'argent, bon, il y a moins d'enjeux et donc il y a moins de risque de se voir contester les critères choisis par un pays ou par l'autre. Si ça ne suffit pas, on regarde le lieu de séjour de façon habituelle. Donc on va vraiment regarder physiquement, on n'est qu'un seul endroit à la fois. Le don d'ubiquité n'existe pas, la télétransportation non plus. Donc on va regarder où est-ce que la personne, elle toute seule, va passer le plus de temps. Et ça peut permettre de trancher cette résidence. Mais du coup, ça peut permettre de trancher la résidence plus tard. Ça fait déjà 6 mois que la personne est arrivée. Donc la question de la résidence n'est pas toujours facile à trancher au moment de l'arrivée du collaborateur. Si ça ne suffit pas, on peut passer à la nationalité, pour peu qu'il ait la nationalité de l'un ou de l'autre des pays. Parfois, ça n'arrive pas. Et quand vraiment tous ces critères n'ont pas permis de trancher la résidence, il faut que les autorités de chaque État se mettent d'accord. En 15 ans, on ne l'a jamais vu. Et souvent, on arrive à s'organiser, à s'arranger avant avec nos correspondants pour dire qu'est-ce qui est raisonnable de penser. Et parfois, on se retrouve quand même avec un conflit de résidence qui n'est pas résolu. Mais voilà un peu les critères importants à avoir en tête. Donc, votre salarié, c'est bon. Il est résident fiscal de France ou il va le devenir. Il pourrait bénéficier du régime de faveur des impatriés. Là, les dirigeants peuvent bénéficier de ce régime. Alors, c'est un régime sous le 155B qui existe depuis 2008, mais avant ça, il y en avait un autre, 2004, presque pareil. Et on a vu vraiment une volonté du gouvernement de renforcer ce régime, de l'étendre. Et on va pouvoir voir ce point, et notamment, effectivement, depuis le 6 juillet 2017, donc l'été dernier, il a été encore renforcé. Alors, c'est ouvert à qui ? Il faut ou bien que votre salarié ait toujours son contrat dans son pays d'origine avec son entreprise d'origine et vienne exercer une activité en France. Mais aussi, maintenant, il peut être recruté directement depuis l'étranger, c'est-à-dire avoir vraiment un contrat avec une entité française. Alors en ce moment, on a un petit point d'interrogation parce qu'on a vu une décision du tribunal administratif qui a remis en cause le régime du 155B pour des titulaires de contrats à durée indéterminée, en disant qu'il n'y avait pas la notion de temporaire. C'est juste une première décision de première instance. On suit le... Ah, cette cour administrative, pas d'appel. Mais oui, effectivement, on pense que ça restera très isolé, mais on est quand même obligé de le mentionner. Peut-être, potentiellement, un jour, ils diront que ce n'est pas ouvert au CDI. Je ne pense pas, nous ne pensons pas. Voilà, a priori, tous les contrats pour l'instant, ça fonctionne. On est en contact avec Bercy, on va se tenir informé là-dessus, mais effectivement, il y a un petit bémol là-dessus. Mais en théorie, ça fonctionne avec tous les contrats et du moment que la personne soit embauchée depuis l'étranger. Alors, il ne faut pas avoir été résident au cours des 5 années précédant la prise de poste, mais c'est 5 années pleines. Donc, il faut vraiment réfléchir à se dire, si la personne, et ça c'est une autre question qu'on essaie de trancher avec Bercy, arrive le 28 décembre pour prendre un poste le 2 janvier, est-ce qu'elle est, du coup, elle était résidente l'année fiscale précédente et du coup n'a pas droit au régime ? Une fois de plus, on ne pense pas que le régime serait remis en cause pour un transfert de résidence pour une histoire de changement d'année. Mais pour autant, le texte est vraiment très ferme. Il faut avoir 5 années fiscales pleines de non-résidence. Et puis la dernière condition, c'est de transférer sa résidence fiscale en France. Donc comme je vous dis, aussi bien au niveau de l'article KB 3 interne et même remplir 2 critères, non seulement prendre un poste, avoir une activité professionnelle en France, mais aussi ou avoir son temps principal, son séjour principal en France ou son foyer en France. Il faut que les 2 critères soient remplis. C'est très important. Et il y a une deuxième condition, c'est qu'au niveau de l'application des conventions internationales, il faut aussi que la France soit désignée comme pays de résidence. Donc une fois qu'on a dit ça, votre salarié, youpi, il a droit au régime du 155B. Et là, il va être heureux. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir exonérer tout ce qui va être désigné précisément dans son contrat de travail ou dans son avenant comme étant sa prime d'impatriation.
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un welcome bonus, ça peut être une prime de mobilité, une prime de différentiel de coût de vie, tous ces éléments que vous connaissez et que vous mettez dans vos packages pour faire venir vos salariés, prise en charge du logement, tout ça, ça va constituer la prime d'impatriation. Maintenant, si jamais c'est quelqu'un que vous recrutez directement depuis l'étranger, vous n'avez pas forcément envie de mettre en place des primes d'impatriation pour des locaux, mais pour autant, vous avez envie de le faire venir. Eh bien, lui, sur option, va pouvoir opter pour exonérer jusqu'à 30% de sa rémunération sur option. Alors bien sûr, tout ça, c'est dans des limites du salaire de référence. Certains ont déjà entendu parler de cette petite notion. Mais c'est vraiment un régime très intéressant où, en tant qu'employeur, vous pouvez intervenir, vous pouvez manifester vraiment, acter que vous donnez plus à ce salarié, que vous pouvez limiter dans le temps, ou alors juste vous lui donnez un package, et puis vous voyez si par rapport à la grille, c'est plus ou moins intéressant, vous avez fait un effort pour faire venir cette personne. Il faut savoir que pour les prises de poste depuis le 6 juillet, cette prime d'impatriation est exonérée également de la taxe sur les salaires. Alors ça ne concerne pas tout le monde, surtout les établissements bancaires, tous ceux qui ne sont pas soumis à la TVA, mais c'est quand même une petite exonération qui est intéressante. Donc on reviendra sur la notion de la limite du salaire de référence, mais voilà, déjà cette première exonération très, très significative. Et puis on vous fera un petit schéma aussi pour bien comprendre les étapes, parce que en France, on a des super trucs, mais c'est toujours un peu compliqué. Ça a l'air simple, l'idée est simple, mais il y a toujours des conditions qui compliquent tout. Deuxième chose qui va pouvoir exonérer, et ça c'est toujours dans l'intérêt de votre société, si vous souhaitez que cette personne qui a un profil international fasse rayonner un peu votre activité, vous l'envoyez à l'étranger, et plutôt de mettre en place des primes d'expat, etc., le simple fait de l'envoyer à l'étranger, même moins de 24 heures, il va pouvoir exonérer une partie de ses salaires. Donc il faut bien traquer les jours hors de France, il va pouvoir bénéficier d'une réduction de 50% de l'imposition. Bon, malheureusement, les 50% ne s'appliquent que pour l'impôt sur le revenu. Notre fameux prélèvements sociaux, qui sont passés à 17,2 depuis le 1er janvier, restent totalement posés sur ces revenus passifs. On ne l'a pas mis ici, mais ils ont aussi une exonération en matière d'ISF. Ouais, parce qu'il y a quand même des gens qui vous disent on ne veut pas venir en France à l'ISF. Déjà, il n'y en a presque plus. Bon, maintenant, avec l'IFI, oui. Et d'autres choses, par contre, l'exonération 155B ne permet pas non plus l'exonération de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça reste tous les revenus qui sont exonérés pour l'impôt sur le revenu, pour les plus hauts, les plus beaux profils que vous pourriez avoir, qui gagneraient plus de 250 000 € net imposable pour un célibataire ou 500 000 pour un couple marié, ça reste assujetti à cette taxe de 3 voire 4%. Donc les limites, et on va vous faire le petit schéma, vous allez bien comprendre. Donc, soit on exonère dans un premier temps la prime d'impatriation, soit vous avez un salarié qui a conservé un contrat à l'étranger, il ne peut exonérer que ce qui est marqué dans son contrat de travail. Soit il a été recruté directement depuis l'étranger, il peut soit prendre ce qu'il y a dans son contrat de travail, soit prendre les 30% si c'est plus intéressant, mais dans la limite du salaire de référence. Et le salaire de référence, c'est qu'est-ce qu'aurait gagné un salarié local pour le même poste, un même niveau d'expérience. Après ça, il y a toujours des souplesses. Et je vous dis, il y a une vraie volonté d'attirer les talents, puisqu'on dit, le salaire de référence, ça peut être l'année de prise de poste, jusqu'à 3 ans avant la prise de poste. Donc si vos sociétés se portent bien et que les grilles de salaire augmentent au fur et à mesure des années, vous pouvez quand même faire N-3 pour comparer combien vous avez offert à votre salarié et combien il peut exonérer. Parce que c'est vous qui allez attester auprès de l'administration fiscale pour permettre à votre salarié de bénéficier de cette réduction de 30%. Donc 30%, ce n'est pas un absolu. Ça peut être 20, ça peut être 10. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Vos salariés, ils arrivent, je veux 30% de moins, je vais être imposé sur 70%. Et vraiment, c'est très important qu'ils sachent que c'est un maximum, ces 30%. Alors, il y a quand même un vrai sujet, c'est qu'il va falloir attester. À un moment, il va falloir expliquer aux salariés, si vous lui donnez que 10% de plus par rapport au plus bas salaire, parce que c'est le plus bas dans la grille des 3 dernières années sur un poste équivalent dans le groupe. Il y a aussi un sujet de communication RH, quoi. Parce que nous, on a des clients qui nous ont dit, vous pouvez faire une attestation. On dit, en fait, on a regardé, mais en fait, tu ne le payes pas plus qu'un autre. Et là, il va falloir dire à la personne qui est arrivée, où on lui a vendu un super package de l'étranger, où on t'a mis la totale. Non, en fait, vraiment, tu gagnes la même chose que quelqu'un il y a 3 ans et au plus bas de la grille. Désolée, on ne peut pas attester mieux. Donc, il y a des sociétés, on a des noms de sociétés qui ne veulent absolument pas attester. Et le texte est hyper clair, pas d'attestation, pas de régime. Donc, on le fait, mais en cas de contrôle, ils se font redresser. Oui, c'est ça. Ils sont libres, c'est eux qui font l'option. C'est eux qui disent « je veux le 155B », vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas empêcher un salarié de le demander. Par contre, vous n'êtes pas obligé de l'accompagner, si ce n'est pas à la volonté de votre société, de vous engager sur ce terrain-là. Mais bon, si jamais on n'a rien pu exonérer au titre des 30% ou de la prime d'impatriation, ou moins que ce qu'on espérait, on peut se rattraper sur les jours. Okay, puisque les jours, on va prendre ce qui reste, la partie qui reste imposable, et on va diviser par le nombre total de jours effectifs
dans toute l'année travaillée et remultiplié par le nombre de jours travaillés à l'étranger. Mais bon, on ne peut quand même pas exonérer 100%, donc il y a 2 limites à ça. Soit on dit, dans ce qui reste d'imposable, tu peux maximum réduire 20%. Donc si tu as voyagé 50%, tu pourras exonérer que 20%. Ou alors dire, si on fait la somme de la prime d'impatriation et tout ce que tu aurais pu exonérer au titre des jours, tu ne peux pas exonérer plus de 50%. Donc on va vous faire deux petits cas pratiques très rapides et on aura fini. Alors, donc dans un premier cas, vas-y. Donc on a un budget global, tu peux avancer, de 200. On dit, OK, 50% c'est le fixe et 50% c'est la prime. La prime est en bleu, en haut, c'est ce qu'on exonère. Il a 50% des jours à l'étranger. Maintenant, il y a un salaire de référence qui est de 80. Donc tout de suite, vous voyez qu'on ne peut pas exonérer la prime à 50. Du coup, qu'est-ce qu'on peut exonérer? On peut exonérer 20. Ça, c'est bon. Et après ça, on dit, il y a quand même 50% de jours. Donc théoriquement, sur ce qui reste là, de là, les 80, de là à là, je vais pouvoir exonérer mes jours. Donc ça fait 60 jours. Donc mon total que je pourrais exonérer en application des 2 limites, c'est 60. Sauf qu'on nous dit, soit tu exonères 36, parce que tu as 20 plus 6, soit tu peux au maximum exonérer 50% du package total. Donc en réalité, votre salarié, il arrive à exonérer 50% de sa rémunération. Sachant que ça, ce qui est exonéré, c'est ce qui vient en plus, et l'impôt est progressif. Donc des profils un peu gros, c'est à 41%. Donc c'est 41% de 50. Donc ça fait du net en poche et des économies d'impôts qui sont tout de suite significatives. En concret, on a fait venir des gens qui avaient des packages à 1 million qui étaient imposés à 30%. En marginal. C'est heureusement que les gens ne le savent pas trop, en fait, finalement. Ça ferait, les gens, ils sortent dans la rue. Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, il y a 11 000 foyers à peu près qui en bénéficient. Le gouvernement trouve que ce n'est pas assez. Avec le Brexit, il rajoute des couches et des couches. Je vous dis, il y a une vraie volonté de mettre en place ce système. Donc, deuxième exemple, cette fois, pour comparer, une possibilité. On a fait venir quelqu'un depuis l'étranger. Il a de la prime dans son contrat pour à peu près 20. Et puis, il a un contrat local. Voilà. Donc, une prime de 20, ça donne à peu près ça. Son salaire de référence, ça nous donne largement, il peut tout exonérer sa prime. Il peut même utiliser sur option les 30%. Donc c'est bon, là il n'y a pas besoin de plafonner les 30%, vous avez dit le salaire de référence c'est 60, tu peux y aller. Donc il est très content. En plus il a toujours 50% de jours à l'étranger, il se dit yallah, je vais pouvoir exonérer à mort. Bon, sauf qu'on se rend compte que la limite de 50, permet pas toujours d'exonérer. Et une fois de plus, dans ce schéma-là, c'est vrai qu'on peut faire des exemples à l'infini, ça reste plus intéressant de prendre la limite à 50% que de faire la limite à 20%. Si jamais on avait eu un cas où la prime était de jusqu'à 50%, parce que 50% est au-dessus du salaire de référence, les 20%, vous voyez, ils auraient pu quand même venir s'ajouter encore à l'exonération. Et donc, dans certains cas, on arrive à exonérer plus que 50% du salaire de référence. Et là, votre salarié vous aime. Et veut rester avec vous. Et pourquoi il reste avec vous? Parce qu'il faut qu'il soit toujours dans votre société, une fois qu'il a commencé à me faire application du régime ou dans une société de votre groupe, pour pouvoir aller jusqu'au bout des 8 ans. Donc jusqu'à récemment, c'était 5 années. Et là, maintenant, depuis juillet de l'année dernière, on va jusqu'à 8 ans. 8 ans c'est-à-dire que quand les salariés rebasculent sur un régime normal, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se retrouvent, ils avaient payé 4 000 €, ils se retrouvent avec 25 000 €, ils nous appellent et font il y a une erreur dans ma déclaration, c'est pas possible. On dit non, bienvenue dans notre monde à nous. C'est ça la vraie vie en France. Mais bon, pendant 8 ans, les gens ils vont pas comprendre ce qu'il arrive. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un outil magique. Enfin, s'il est bien utilisé, s'il en a bien communiqué avec le salarié, si vous avez bien réfléchi à où vous vous arrêtez, c'est quelque chose de vraiment très très efficace. Surtout que ça fonctionne même s'ils sont détachés d'un régime de sécurité sociale. Donc après, vous avez des gens qui viennent avec un régime de sécurité sociale, je ne sais pas moi, espagnol, 2 800 € par an pour le salarié. C'est jackpot, quoi. On peut faire des très beaux packages, on arrive à vraiment faire quelque chose de très attractif. Vous pouvez le compléter par des régimes de pension privée. On peut tout faire maintenant. En France, on a vraiment une espèce de latitude qui est hyper agréable. Les gens qui viennent de l'Union européenne avec les systèmes de détachement, ça reste aussi, ça nous laisse pas mal d'options pour pouvoir les détacher, même si ça se restreint. Hein. Mais en fait, d'une part, ils nous disent que ça se restreint, qu'on va limiter les détachements, le maintien au régime de sécurité sociale étranger. Et de l'autre côté, ils nous disent, maintenant, la contribution au régime de retraite va être optionnelle, 3 ans, voire 6 ans. Je pense que ça va être très bien accueilli par les populations de talent. Parce que moi, je le vois, quand on négocie, en fait, on a des sociétés pour lesquelles on parle avec les candidats. Donc, ils targetent des gens et puis on leur parle pour leur expliquer le système français.
Et quand on leur dit, mais c'est obligé de participer à votre système par mutualisation, parce qu'en fait, moi, concrètement, c'est très égoïste, mais je m'en fous des points Agirc-Arrco. Je ne vais pas rester en France, toute ma vie, je ne serai pas là. Donc pour l'instant, on est obligé de leur vendre que c'est obligatoire. Bon, après, honnêtement, si ça passe, le projet du gouvernement, si on peut leur dire, vous n'êtes pas obligé de cotiser pendant 6 ans au régime de retraite français, et par ailleurs, avec le 155B, puisqu'on ne vous a pas dit, mais vous pouvez aussi déduire les cotisations à vos régimes étrangers, c'est top. Vraiment, maintenant, on a vraiment tout pour les faire venir. Le tout, c'est de le savoir, parce qu'en fait, on se rend compte que peu de gens le savent. 11 000 foyers, c'est rien, quoi. C'est un régime super attractif. Personne ne l'utilise. Il y a plus de 10 ans qu'il existe. Les sociétés ne le savent pas vraiment. Mais c'est vraiment un bon outil. Si vous l'utilisez bien... On a des boîtes de recrutement aussi qui nous ont dit en fait, ça existe, on en avait entendu parler, mais ça existe depuis super longtemps, ça existe depuis 2004. Et les gens ne savent pas du tout. Donc même, en fait, les sociétés qui recrutent pour vous, elles devraient vous en parler en disant on fixe un package, voilà, votre budget, dans le budget qui est fixé, voilà ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, dans votre budget, vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc c'est assez attractif. Une question sur le retour d'expatriation d'un Français. L'article s'applique également. Ouais. Alors, si jamais c'est un salarié qui était avec un contrat français dormant, nos derniers échanges avec Bercy ont confirmé qu'ils sont plutôt dire que ce n'est pas un recrutement depuis l'étranger. Donc, quand il y a le contrat qui reste avec la France, c'est compliqué. Alors, ça pourrait, si vous n'avez plus de contrat, tous les gens que vous transférez à l'étranger, ça peut être pas mal aussi pour vendre le transfert en contrat local. Alors, dites-vous restez 5 ans en contrat local, vous n'avez plus de contrat avec la France. Au moment où vous rentrez, même si c'est dans le même groupe, vous pouvez en bénéficier. Et c'est pas mal, ça vous donne des arguments pour les forcer, leur vendre joliment la localisation dans le pays, la Chine, ou voilà, quand ils veulent pas. Et ça, bon, après... La Chine, le droit du travail est très protecteur, contrairement à ce qu'on croit. C'est plus protecteur qu'en Suisse, par exemple. Et ça, les salariés ne le savent pas non plus. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que sur le retour, il y a beaucoup de questions. Alors pour que vous sachiez, Bercy, c'est bienveillant, mais l'administration se rend compte qu'il y a quand même de l'argent qui part. On parle avec Bercy. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter les contrôles sur la résidence fiscale. Ils avaient quand même vérifié que les gens sont bien résidents pour pouvoir en bénéficier. Après, nous, ce qu'on a vu pour l'instant, il n'y a pas de contrôle, quoi. Ce qu'on a vu, c'est vraiment... Attestation employeur, ça suffit amplement. Mais bon, ils commencent à réfléchir au sujet, quoi. Donc voilà, on échange avec eux. Je pense que ça évoluera encore. Et en tout cas, ils sont friands de savoir comment nous, les professionnels, on l'applique, pour avoir une espèce de cohérence dans la manière de l'interpréter et de l'appliquer à tout le monde. Donc c'est plutôt bienveillant encore. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On est dans les temps.